Donc bonjour à tous, merci de participer à ma conférence. Je pense que je suis le seul à être sur la partie hardware, donc toute la partie électronique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une thématique au cœur du sujet actuel sur tout ce qui est crypto-hardware et comment sécuriser les devices. Donc quand on parle de device, c'est tout ce qui est éléments électroniques, IoT, etc. Ma présentation va comporter en fait 5 thèmes. Donc je vais faire une petite présentation qui je suis dans un premier temps. Pourquoi je vous fais cette présentation ? Je vais vous exprimer aussi qu'est-ce que la crypto-hardware, qu'est-ce que c'est, je vais vous définir en fait ces éléments-là et comment on est arrivé à utiliser ces technologies-là et je vous donnerai différents exemples sur comment on l'a implémenté en fait dans nos solutions et un petit exemple vraiment spécifique sur le Secure Boot. Donc je vous expliquerai un petit peu cet élément-là par la suite. Du coup, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc moi, je suis ingénieur de l'ESIREM, qui est devenu Polytech Dijon. Donc je suis ingénieur depuis 2006 et j'ai créé ma structure à la sortie de l'école, donc en 2006, qui s'appelle Odalid. Et Odalid, qu'est-ce qu'on fait ? On est fabricant de produits électroniques et on développe ce type de produit pour lire les cartes sans contact, comme ceci. Donc on a une solution globale de contrôle d'accès physique et on travaille aussi sur tout ce qui est télébillettique, donc éléments de lecture de badge de tram, etc. Du coup, moi j'ai 20 ans d'expérience sur la partie électronique et la partie IoT et j'ai de l'appétence en fait pour tout ce qui est logiciel embarqué, chiffrement et tout ce qui est un petit peu design d'antenne parce qu'on a des produits qui permettent de lire des cartes sans contact et toute cette partie-là fonctionne de manière sans fil et du coup on a de l'appétence sur cette partie-là. Donc moi j'enseigne, je suis gérant de société, j'enseigne dans 2 établissements scolaires, donc l'UTBM à Belfort et Polytech à Dijon. Donc on a participé aussi à plusieurs publications scientifiques là-dessus. Dans un premier temps, je voulais vous présenter un petit constat qui sur la partie IoT. Actuellement, on a de plus en plus de produits IoT sur le marché, ce qui va entraîner en fait pas mal de failles de sécurité sur les matériels, ce qui entraîne différents éléments. Donc une méfiance au niveau de la partie objet connecté et en fait, vous avez certains objets connectés qui vont être sécurisés et d'autres non. Et en fait, il faut essayer de différencier un petit peu toute cette partie-là. Donc, nous, en fait, on est là un petit peu pour démystifier aussi un petit peu cette partie-là, parce que tout ce qui est en principe objet connecté, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, et comme on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on a un petit peu peur en fait de ces éléments-là, et on a souvent peur aussi au niveau des éléments en fait de sécurité. Donc, on peut voir différents exemples qu'on va retrouver en fait sur Internet, par exemple tout ce qui est clonage de badges pour pouvoir rentrer dans les immeubles, etc. Donc si vous faites une petite recherche en fait sur Internet, vous allez retrouver pas mal de publications qui vous permettent en fait de cloner des badges, etc. Mais vous avez en fait différentes technologies qui existent et puis suivant comment elle est implémentée, vous allez avoir des niveaux de sécurité qui vont être relativement forts sur ces éléments-là. Vous avez aussi un exemple sur tout ce qui est objet connecté aussi dans l'IT. Nous, comme vous l'avez compris, on fait des lecteurs de badges. Donc, on a des produits en fait sur la partie contrôle d'accès qui vont se connecter en fait en réseau
On a une infrastructure en fait réseau d'objets connectés et bien souvent, on va commercialiser en fait ces produits-là en fait chez nos clients. Et la personne qui s'occupe de l'IT, le RSSI ou le DSI, met bien souvent en fait des réticences à mettre nos produits sur leur réseau parce que ils ont une méconnaissance en fait de nos produits et de la partie IoT, alors que on utilise des standards de sécurité relativement forts et on peut garantir qu'on a des éléments qui des fois beaucoup plus sécurisés que son système d'information. Du coup, on a une réglementation qui va arriver, qui est en train d'arriver, qui s'appelle le CRA, la Cyber Resilience Act, qui permet un petit peu de standardiser un petit peu tout ce qui est éléments électroniques, qui va permettre de garantir aux clients un niveau en fait de sécurité fort de la partie électronique et d'amener en fait des standardisations au niveau de cette partie-là. Donc il y a une loi qui a été votée, je crois cette année, et des mises en application qui vont se faire dans les années futures à très court terme. Donc aujourd'hui, tout ce qui est fabricant de produits électroniques vont être obligés de se confronter à cette partie-là. Sinon, ils ne pourront pas en fait mettre de leurs produits sur le marché. Donc, normalement, cette partie-là va arriver au même titre que le petit logo CE que vous avez sur tous vos produits. Et donc, ça va être un aspect normatif à respecter. Et du coup, si vous ne respectez pas cet aspect normatif, il y aura des pénalités après financières sur cette partie-là. Donc, je vais vous définir ce que c'est exactement la partie crypto-hardware. Donc, sur toute la partie crypto-chiffrement, en fait, dans toutes les publications que vous trouvez un petit peu sur Internet, sur la partie chiffrement, vous trouverez en fait toujours deux personnes, Bob et Alice. Si vous regardez un petit peu sur Internet, vous tapez chiffrement, comment ça se passe, vous trouverez toujours ces mêmes personnages, Bob et Alice. Bon, j'ai pas tout à fait pris les mêmes photos que sur Internet, mais globalement, on va retrouver les mêmes noms. Donc, qu'est-ce que c'est? Le but, ça va être de faire communiquer des objets, des personnes, de façon, en fait, sécurisée. Donc, pour ça, je vais vous donner un exemple. Bon, ne riez pas sur la prochaine slide. J'ai pris en fait mes deux animaux, donc Snou et Jeannette. Donc comme vous avez pu voir, c'est deux chats. En principe, ils dialoguent entre eux, ils vont communiquer entre eux. Par contre, moi je sais pas forcément en fait comment ils communiquent, qu'est-ce qu'ils se disent. Bon, j'entends des miaouds, quand ils communiquent entre eux, mais moi, à mon niveau, je n'arrive pas en fait à déterminer ce qu'ils vont arriver à s'échanger entre les deux. Donc, on peut appeler ça une forme de chiffrement ou de langage un petit peu codé entre les deux. Donc, le deuxième point que je voulais aborder, c'est tout ce qui est, on va dire, la partie hardware. Donc, quand on parle de hardware et de cryptographie hardware, on va souvent être amené à parler de secure élément. Donc un secure élément, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit semi-conducteur. Donc un semi-conducteur, ça va être, si vous avez fait un petit peu d'électronique dans vos années scolaires ou actuellement, vous avez une carte ici, et le semi-conducteur, ça va être tous les petits éléments noirs, les petits carrés noirs que vous avez sur l'élément. Donc ce secure élément, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va embarquer des algorithmes en fait de chiffrement, soit symétriques, asymétriques, et il va vous permettre de stocker en fait des secrets, donc des clés. Donc quand vous utilisez en principe une partie chiffrement, vous échangez de l'information entre deux objets, deux personnes, et cette information, elle va être chiffrée soit par des clés, soit par des secrets. Donc l'avantage en fait de ces secure elements, c'est qu'il va vous permettre en fait c'est des éléments en fait qui sont dédiés en fait pour réaliser en fait ces tâches-là et qui sont certifiés en fait par les fabricants. Donc vous garantissez en fait que les algorithmes à l'intérieur ils ont été
bien réalisé et vous prenez en fait la responsabilité en fait du fabricant et le fabricant s'est assuré en fait d'avoir fait les tests nécessaires pour pas venir récupérer en fait les clés qui à l'intérieur de l'équipement ou venir altérer en fait les algorithmes en fait qui sont dedans. Donc pour vous donner juste un exemple en fait de Secure Element, il y a un exemple qui s'appelle que j'ai noté ici, c'est un composant qui s'appelle le microchip ATEX 608 qui va vous permettre de réaliser en fait ces éléments-là. Pour rebondir sur cette partie-là, nous en fait on est design partner de Microchip. Donc Microchip c'est l'un des plus grands fondeurs de composants dans le monde. Et on a la chance d'avoir Mylène qui est ici si vous avez des questions en fait spécifiques sur cette partie-là. Oui, je serai là durant la pause. Microchip est une entreprise américaine qui fabrique en fait tout type de semi-conducteurs. Ils ont une cellule en fait sur la partie Secure et tout ce qui est Secure Element. Et du coup, nous on utilise en fait ces produits-là pour pouvoir sécuriser nos produits. Donc, comment on en est arrivé à utiliser en fait ces éléments-là globalement, en fait, comme dans tout projet, en fait, on ne va pas réinventer la roue. On va utiliser en fait des éléments qui sont déjà existants. Donc moi j'ai appréhendé en fait la partie cryptographie dans un premier temps en fait sur tout ce qui est, comme je vous ai dit, je travaille en fait sur tout ce qui est type de badge comme ceci. On va travailler aussi sur, je ne sais pas si j'en ai là, des badges type, si j'en ai un ici. Des badges type Calypso sur lesquels vous avez l'habitude quand vous allez à Paris. Donc c'est les badges qui vous permettent en fait de prendre le tram, le métro, le bus à Paris. Donc on s'est fait les dents un petit peu sur ces éléments-là. Donc ces éléments-là, en fait, vous avez des niveaux en fait de sécurité qui sont relativement importants suivant le type de badge où ils sont vraiment en fait certifiés. On peut aller sur de la certification type EL5+, donc c'est des certificats, je crois, européens ou voire mondiaux qui permettent de garantir un niveau de sécurité relativement important. Donc nous, on n'a pas réinventé la roue, on a utilisé en fait, dans un premier temps, des éléments existants. Donc pour commencer, on a travaillé sur des algos de chiffrement en fait logiciels. Donc par exemple pour pouvoir dialoguer avec cette partie-là, donc on avait une partie logicielle pour pouvoir s'authentifier au produit, faire des communications chiffrées avec le produit. Et ensuite petit à petit, on s'est très vite rendu compte en fait d'une problématique, c'est que dans tout ce qui est on va dire éléments sécurisé et chiffrement, c'est est-ce qu'on utilise le bon algorithme? Est-ce qu'on l'utilise dans de très bonnes conditions? Est-ce qu'on va utiliser les bonnes tailles de clés? Est-ce qu'on va utiliser, est-ce que notre algorithme ne va pas être altéré par une tierce personne si on le gère logiciellement? Et c'est pour ça que nous, on s'est fait la main sur cette partie-là et après, on a tout embarqué en fait dans des cryptoprocesseurs, dans des Secure Element pour pouvoir entre guillemets se dédouaner en fait de ces questions-là. Ces éléments-là sont dans le cryptoprocesseur qui sont gérés en fait par le fabricant et du coup en fait c'est lui qui va gérer en fait cette partie responsabilité. Pour tout cet aspect on va dire chiffrement et puis tous ces aspects chiffrement en fait vous avez en fait des très bonnes pratiques qui sont sur internet via l'ANSSI, donc l'Agence nationale des systèmes d'information, où vous avez des documents qui vous permettent d'appréhender en fait les bons algorithmes de crypto. Donc tout est bien écrit, c'est même en français. Vous avez aussi des documentations qui sont très bien faites sur tout ce qui est sécurisation en fait des IoT, donc comment on va communiquer avec un IoT de façon sécurisée. Et il y a une très bonne application de notes aussi sur le site de l'ANSSI qui est liée à toute la partie contrôle d'accès et tout ce qui est, on va dire, sécurisation du badge d'accès, etc. et de l'infrastructure. Et c'est vraiment une très grosse source d'information et qui vous permet en fait de monter en compétence en fait sur ces aspects-là. Donc je vais vous donner un petit exemple qu'on utilise, qu'on a mis en place. Vous pouvez voir en fait, donc à votre gauche, donc ça va être une carte d'accès
comme ceci, qui est utilisé par exemple pour pouvoir rentrer dans vos entreprises, etc. Par exemple pour rentrer à l'université. Sur toute la partie contrôle d'accès, vous avez un lecteur de badge qui va vous permettre en fait de lire votre carte d'accès, ici. Et puis derrière, vous avez toute une partie infrastructure logicielle qui permet de piloter en fait vos lecteurs de badge et puis pouvoir dialoguer avec la partie carte sans contact. Donc après, un principe est très simple, c'est que pour la partie contrôle d'accès, globalement, vous avez votre badge. Le but, ça va être de pouvoir rentrer dans une zone sécurisée, de contrôler l'accès d'une zone sécurisée. Donc vous allez avoir votre lecteur, votre badge qui va être en votre possession, qui va être en dehors de la zone sécurisée, donc ça va être un élément sensible. Et vous allez avoir une autre partie, donc le lecteur de badge, qui va être ici, qui va être aussi en dehors de la zone sécurisée, qui va être aussi un élément sensible. Toute la partie après, derrière, va être à l'intérieur de la zone sécurisée, donc on peut la considérer un petit peu moins sensible. Donc vous voyez, en fait, vous avez deux petits tunnels. Un tunnel bleu, un tunnel rouge. En principe, le petit tunnel bleu va réaliser en fait la communication entre ce que je vais appeler le host, la partie serveur, le logiciel, le PC, etc., avec la carte. Donc cette partie-là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, on va avoir une communication qui va se faire de point à point entre la carte et la partie host. Vous allez avoir un secure element sur la partie bleue qui va gérer en fait tout ce qui est sécurisation en fait au niveau de la carte. Et entre le secure element bleu et la partie carte, la communication, on va dire, est dite transparente, c'est-à-dire que les commandes qui sortent du petit secure element, elles transitent en fait sur la partie carte sans être altérées. Donc ça, c'est le premier pipe. Le deuxième pipe, donc la partie rouge, c'est comment on va sécuriser aussi. On va encapsuler en fait cette partie bleue à l'intérieur de la partie rouge. On va créer un deuxième tunnel pour pouvoir sécuriser en fait la communication entre la tête de lecture, donc le lecteur de badge, et la partie host. Donc pareil, on va utiliser un petit secure element et on va réaliser une petite communication transparente entre ce petit secure element et la partie rouge. Donc, pour essayer d'étoffer un petit peu mes propos, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Dans un premier temps, on va vouloir réaliser en fait l'authentification. Donc, qu'est-ce que l'authentification? C'est est-ce qu'on est sûr qu'on communique avec le bon équipement? Donc, la partie host va s'assurer dans un premier temps qu'on communique avec le bon équipement. Donc, pour vous donner un exemple d'application. Quand vous êtes sur votre session Windows, quand vous rentrez votre login, votre mot de passe, vous authentifiez, ça vous donne l'accès en fait. On est sûr que vous êtes authentifié, ça vous donne l'accès d'accéder en fait à votre disque dur, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va mettre en avant, c'est une fois qu'on s'est authentifié, on va essayer de sécuriser en fait ces transactions. C'est-à-dire sur le pipe rouge, entre les deux éléments, entre le lecteur de badge et la partie host, on va réaliser en fait une partie chiffrement authentifiée qui nous permettent de garantir que les éléments qui sont à l'intérieur peuvent pas être extraits par une tierce personne. Donc quand je parle de chiffrement authentifié, beaucoup de personnes vont connaître la partie chiffrement. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on va utiliser bien sûr de la partie AES. Par contre, l'AES n'est pas suffisant seul. C'est-à-dire que l'AES, suivant aussi quel AES vous utilisez comme algorithme, il va pas vous permettre de garantir l'authentification en fait des données. Du coup, on va coupler ça avec un autre algo qui va nous permettre en fait de signer en fait ces données-là de telle sorte à garantir la confidentialité des données et que les données entre le host et la partie tête de lecture n'ont pas été altérées. L'autre point qui va être relativement important, alors je regarde l'heure, j'ai tendance à beaucoup trop parler, je vais essayer d'aller vite. L'autre point qui va être important, c'est dans la tête de lecture, comme elle est en dehors de la zone sécurisée, vous avez un petit logiciel embarqué à l'intérieur,
Et cette partie-là, elle est en dehors de la zone sécurisée. Donc, par exemple, sur le contrôle d'accès à l'université, il va être en dehors. Donc, une personne peut très bien intervenir en fait sur cet élément. Et comme il y a un logiciel embarqué, la personne peut venir injecter un autre logiciel à l'intérieur. Du coup, nous, ce qu'on va utiliser, c'est une partie en fait. On va essayer de sécuriser en fait cette partie micro-logiciel de telle sorte à garantir que le micro-logiciel qui est à l'intérieur n'a pas été altéré. Du coup, pour garantir en fait cette partie micro-logiciel, donc là c'est un petit exemple de carte électronique. Donc nous on va injecter à l'intérieur un petit fichier en fait sur cette partie-là, et on va essayer de garantir que cette partie logicielle donc n'a pas été altérée. Alors pour garantir en fait cette partie-là, donc c'est la partie un petit peu plus technique sur laquelle on va rentrer. Donc j'ai fait une petite slide de présentation. Donc le micro-logiciel, c'est ce qu'on va appeler le firmware qui va se trouver en fait au milieu de ma slide. Donc la partie blanche, c'est en fait le micro-logiciel qui va être compilé, qu'on va vouloir injecter en fait dans notre produit. Donc pour garantir en fait son intégrité, on va le signer. C'est-à-dire qu'on va utiliser, donc si on prend toute la partie en fait à gauche, donc vous avez votre micro-logiciel, donc on va le signer par rapport à un algo type CHA pour pouvoir le signer, et on va réaliser après une signature de ce micro-logiciel avec une clé privée qui va nous permettre de garantir que cette partie-là provient bien en fait de nous, parce que la clé privée, on va la garder pour nous, et du coup, on va garantir cette partie-là. Donc la partie à droite, donc comment ça se passe? Donc quand on va injecter cette partie micro-logicielle à l'intérieur de notre produit, donc on va effectuer en fait 2 vérifications sur cette partie-là. Donc dans un premier temps, on va prendre notre micro-logiciel, on va le signer, et on va regarder en fait si cette signature, elle a bien déjà été en fait réalisée en fait précédemment. Si elle n'a pas été réalisée en fait précédemment, donc on va passer à la deuxième étape. On va essayer de faire cette partie vérification entre notre signature et puis notre firmware, de telle sorte à garantir en fait que cette partie-là provient bien en fait de notre équipement. Donc là, sur ces éléments-là, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont un petit peu sensibles à tout ce qui est architecture de chiffrement asymétrique, on va avoir 2 clés. Donc une clé privée, une clé publique. Donc la partie clé privée, ça va être la partie rouge, donc qui va rester à l'intérieur de notre structure sur laquelle on va venir gérer en fait générer en fait notre signature de firmware. Et la partie bleue, donc c'est notre clé publique qu'on va intégrer en fait dans nos devices ici. Et cette partie clé publique va nous permettre en fait de valider cette partie firmware et le bon démarrage en fait de nos produits, et qu'on garantisse bien en fait le firmware devient bien en fait de notre fait. Je crois que j'ai un petit peu dépassé. Du coup, je vais juste conclure sur cette partie-là. Donc si vous avez des informations, des questions sur cet élément-là, n'hésitez pas, moi je serai là durant la pause. Donc voilà, et merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Bon, merci Vincent pour la présentation. Et donc, si je comprends bien, votre entreprise, elle fait les capteurs aussi pour les cartes. Mais est-ce qu'on peut utiliser, dans certains cas, les portables? Parce que là, je vois que les gens payent même pas avec les cartes bancaires, ils payent avec leur portable. Ouais. Enfin, avec la mienne, je peux pas, mais voilà, les gens plus avancés peuvent. Est-ce que c'est aussi possible d'utiliser NFC ou une technologie comme ça dans votre approche? Alors, si on revient un petit peu sur cette slide ici. Là, c'est très pertinent comme question. Sur cette slide ici, si vous positionnez toute la partie gauche, on a une carte ici,
Donc sur ces cartes-là, vous avez des cryptoprocesseurs à l'intérieur, vous avez une partie Trust Zone qui vous permet de sécuriser des clés. Si on va dire on dématérialise cette partie-là dans un portable, le problème sur le portable, actuellement, où est la Trust Zone? Où est la zone sécurisée? Ouais, ça peut être chez Google. Alors, les premières expérimentations qui avaient été faites sur cette partie-là, c'est d'utiliser la carte SIM dans un premier temps pour pouvoir en fait sécuriser cette partie-là, parce que la carte SIM, vous avez une carte à puce qui est considérée comme sécurisée, et tout ce qui était partie chiffrement se faisait au niveau de la partie carte SIM. Mais ces éléments-là ont très vite été abandonnés parce que, comme vous le savez, on a 4 opérateurs en France et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et en fait, ça marchait que chez l'un des opérateurs et les autres, ça ne fonctionnait pas. Du coup, l'autre élément qui a été mis en place pour gérer cette partie-là, à ma connaissance, c'est qu'il faisait en fait cette partie chiffrement à l'extérieur, donc c'est-à-dire que le téléphone portable communique avec une plateforme distante qui est capable de garantir en fait cette partie intégrité en fait et signature de données. Après, peut-être que maintenant il y a des nouvelles technologies avec la partie empreinte digitale. Mais voilà ce que je peux dire sur ces éléments-là. Mais en tout cas, sur le parti smartphone, à ma connaissance, il n'y a pas de zone sécurisée. Du coup, stocker des éléments sur le portable, à mon sens, ça n'a pas de sens. D'autres questions ? Juste un petit remerciement. Merci pour votre écoute.